Bon, attention. Bon. Alors, rapidement, on va parler un peu de cette partie de votre cours qui a trait un peu à la maintenance. Hein, généralement, on pense que c'est de la maintenance, mais ça va un peu dans la réparation des smartphones. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir les 10 pannes les plus courantes et leurs solutions. Donc, pour des cas comme ça, il faudra juste prendre des petites notes, des petites notes qu'il faut prendre avec les solutions. Ah, tu veux dormir, j'arrête le ventilo. On arrête le ventilo. Bien, on soulève ça. Alors, comme on le dit ici, toutes les semaines, on nous apporte des machines qui nécessitent toujours l'intervention des professionnels. Pas forcément, ce n'est pas toujours les professionnels qui ont besoin de réparer une machine. Ça, c'est le cas par exemple de Gay qui a un souci. Et voilà, il est un débutant. Donc, souvent vous allez recevoir des machines. Et pour recevoir la machine, je dis et je répète toujours qu'il y a deux types de maintenance. Il y a la maintenance simple, basique que les gens font, qui est de nettoyer la machine, de vérifier la pâte thermique, enlever la poussière, chercher un virus, installer un antivirus, installer un système d'exploitation et puis ça s'arrête là-bas. Alors que c'est différent de la réparation. C'est différent de la réparation. Normalement, la maintenance fait partie de la réparation. Pourquoi? Parce que, en ne voulant pas que l'appareil tombe en panne, pour l'amener en réparation, on va faire la maintenance. Donc la maintenance est en quelque sorte une petite réparation. C'est pourquoi certaines personnes, pour éviter de dire que je veux faire l'entretien, ils disent que je fais de la maintenance. Sinon, le mot, les deux qui sont synonymes, c'est entretien, maintenance. C'est pour éviter que l'appareil tombe en panne que je fais l'entretien. C'est pour éviter que l'appareil tombe en panne que je fais la maintenance. Maintenant, dans la maintenance, nous avons maintenant 3 catégories de maintenance. La maintenance préventive. Non. La préventive, non, la palliative. Nous avons la maintenance palliative. Si on vous demande aujourd'hui quels sont les types de maintenance que vous avez 3 types de maintenance. Il faut le dire. Le gars va s'étonner, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le gars va s'étonner, il va se dire, mais qu'est-ce que celui-là est en train de dire? Mais non, ce n'est pas une sorte de qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce qu'il y a la palliative d'abord. Il y a la première qui est la palliative, la deuxième qui est la préventive, d'accord? La deuxième qui est la préventive, et la troisième qui est quoi? Curative. Qui est la curative. Et c'est généralement celle-là que beaucoup font. La palliative, c'est lorsque par exemple je décide aujourd'hui, mais tiens, il y a un peu de poussière, je prends juste et puis je commence par nettoyer. Je viens de faire la maintenance préventive, palliative, c'est-à-dire que occasionnellement, voilà, occasionnellement, je fais de la palliative. Préventive, je me dis, ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà 7 mois, ça fait déjà 12 ans, 12 mois que je suis en train d'utiliser l'appareil. Mais ça fait longtemps, je le déplace, je l'amène, je ramène, je l'utilise dans des conditions bizarres. Ça peut être au village, à la ferme, ou ça peut être dans la voiture, ou ça peut être dans le lit, comme les gens ont l'habitude de faire la maintenance, et puis s'asseoir dans un lit, regarder un film ou bien regarder un film, alors que le ventilo est en train de brasser beaucoup de poussière. Donc après un délai de fonctionnement, ça peut être 6 mois, 3 mois, semestriel, trimestriel ou annuel. Et ça, vous le technicien que vous êtes aujourd'hui, que vous devez travailler, s'il arrive cela, il faudrait dire à sa structure, mais mademoiselle Awa, madame Awa, pardon, pour éviter que vos appareils tombent en panne, je préconise qu'on fasse une maintenance préventive chaque 3 mois, chaque 6 mois. Ça va vous éviter aussi de payer cher. Ça, c'est conditionné.
Maintenant, nous avons la maintenance curative. Et ça, c'est lorsque la panne elle est arrivée, la machine ne marche plus. La machine est en panne totale. Ça ne marche plus. Là, nous allons faire une curative. Ouais, là, on va faire une curative. Donc, la maintenance préventive n'est forcément pas suivie de réparation. Tandis que la curative est forcément suivie d'une réparation. Vous voyez un peu. Donc, c'est les trois types de maintenance qu'on a. Les gens souvent disent que non, on a deux types de maintenance. On a deux types. On n'a pas deux types, on a trois types. La palliative, la préventive et ensuite maintenant la curative. Donc, moi en tant que technicien, j'ai des critères. Je pense que sur l'autre document qu'on avait vu, on a dit que lors de la recherche des pannes, non, on n'a pas encore vu ça avec vous, c'était avec un autre groupe. Lors de la recherche des pannes, il y a des situations externes qui vont vous favoriser la recherche de pannes. Les situations externes liées à quoi? Liées au matériel. Ça peut être les vis, ça peut être la coque, ça peut être l'état de la machine. Si je regarde par exemple une machine, hier je voulais acheter une machine qu'on a amenée en groupe, on avait amené beaucoup de machines, des ICOR 5. Le gars disait 110 000, 120 000 parce que c'était un peu risqué. Bon, après quand moi j'ai vu, j'ai laissé tomber. Mais quand quelqu'un est venu, un jeune homme, il est venu, il voulait prendre, il regardait, il doutait. Il doutait. Après je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est ta première fois d'acheter une machine? Ou tu veux l'acheter pour aller vendre? Après il hésitait, il ne savait pas qui j'étais. Je lui ai dit, écoute, si tu regardes les machines, il y a des vis qui manquent. Toutes les vis sur la machine manquaient. Ça veut déjà beaucoup dire. Sans chargeur. Ça veut dire que tu peux acheter cette machine à 110 000, pensant aller tout, c'est ok, c'est venant. Arriver maintenant en atelier pour voir ça, maintenant tu vas voir que d'abord c'est des machines SSD, disque SSD. Ça veut dire que quand tu arrives, peut-être qu'il n'y a plus de disque SSD, il n'y a pas la batterie, ou la batterie est morte, il n'y a pas de chargeur. Ça fait trois choses que tu vas aller. Finalement, quand tu te retrouves, la machine va être vraiment chère à la fin. Ouais, un peu. Donc, il y a des éléments externes qui doivent participer à ce que vous, le technicien, vous puissiez vraiment vous diagnostiquer l'appareil. C'est les éléments externes, les vis, la coque. Est-ce que quelqu'un a ouvert la machine? Par exemple, il a ouvert cette machine-là. Si on va se mettre à regarder, on verra que les vis, au lieu d'être noires, ont des éclats, des émails d'étain. On voit qu'ils sont accrochés. On va voir que sur le côté, il a essayé de mettre les tournevis et puis il y a eu des blessures de la coque. Donc ce sont des éléments externes qui doivent vous accompagner normalement dans la recherche de panne. Maintenant, nous allons voir ici. Alors, ici. Alors, il y a un forum, hein, si vous ne pouvez pas, généralement, vous cherchez à réparer quelque chose et que vous avez des soucis, il y a ce forum-là où les gens se mettent, surtout concernant les PC. Hein, vous allez sur le forum et ensuite, maintenant, vous suivez un peu ce que les gens ont débattu. Ce sont des petits forums dans lesquels les gens ont mis des solutions, des pannes liées à ceci, cela. Je vais me moquer de quelqu'un. C'est ça que. Donc le forum est là, et c'est le forum là qui vous permet d'aller, de voir, de regarder un peu ce que les gens ont déjà fait. Les gens ont déjà essayé, les gens ont essayé des choses, des pannes, et là ils vont mettre des solutions pour vous pour que ça puisse vous accompagner. Si vous êtes connecté, que vous suivez, vous voulez regarder bien, il faut envoyer des j'aime. Il faut envoyer des cœurs. Vous êtes encore connecté aujourd'hui et on a commencé encore et vous n'aimez pas, vous n'envoyez pas des likes. Après, on ne va pas vous montrer. Envoyez des cœurs, c'est tout. Vous envoyez des cœurs. Si on allume, est-ce que ça comme ça, l'image est plus claire? Et ouais, ça c'est, il faut changer ça. Est-ce que l'image est plus claire?
Non, pas plus que c'était avant. Ça c'est une vidéo que je poste carrément sur YouTube. Donc celui-là, il est plus intéressant. Le technicien, quand tu vois la machine, le technicien a déjà marqué dessus. Bon, let's go. On peut aller là-bas, c'est bon? À moins que tu le café. Tu ne veux pas payer un jour. C'est bon, c'est bientôt, hein? Oui, c'est moins d'une semaine. Moins d'une semaine, oui. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici à l'image, c'est le chargeur. C'est ce que nous appelons le bloc secteur. On l'appelle bloc secteur parce que c'est ça. Nous, on appelle généralement chargeur, alors que c'est un bloc secteur. C'est un bloc secteur qui permet de transformer la tension et d'alimenter votre PC en 19, en 18, 18,5, 19,5 volts. Il faut toujours faire très attention lorsque vous utilisez une machine, c'est de ne pas confondre les trous. Parce que la plupart, quand on vous amène des machines, vous voyez par exemple des HP pavillon et les Dell par exemple ont les mêmes trous. Donc quand on amène le chargeur, souvent, quand on prend le chargeur de Dell, quand on met dans le chargeur de HP, ça passe. Souvent c'est comme ça. Ce chargeur-là que vous voyez, celui-là, lui, c'est un passe-partout. Beaucoup le font sans forcément se rendre compte qu'il y a les tensions et le courant qui est important sur le chargeur à respecter. Donc ils prennent, quand ça va avec, lui il l'utilise. C'est ça qui amène les pannes que vous avez déjà vues auparavant, les pannes de MOSFET, les pannes de 3,3 volts, tous les circuits de charge. C'est le fait d'avoir pris un chargeur d'une tension et d'un courant élevé et de l'introduire sans forcément savoir quel est le circuit d'entrée sur les deux MOSFET d'entrée, le circuit de charge, quel est le courant qui peut supporter, quel est le courant qui ne peut pas supporter. Votre appareil va marcher, oui, certes, mais après quelques temps après, la batterie n'est pas reconnue. Vous voyez ça, vous mettez batterie non reconnue, ou ça, la charge ne passe même plus. Voilà un peu ce qui arrive. Donc il faut vraiment faire attention sur le chargeur. Vérifiez d'abord la tension et le courant du chargeur. Ce n'est pas la tête du chargeur qui compte. Ce n'est pas la tête du chargeur qui compte, mais c'est le chargeur ou disons, les caractéristiques du chargeur, la tension et le truc. Monsieur, il faut te mettre là-bas. Il faut aller là-bas. Tu vas faire tomber mes choses, et puis tu vas parler, et puis on va t'entendre là-bas. Et puis c'est coiffeur même. C'est parce que tu étais sur le coiffeur, c'est ça? Non, non. Oui, maintenant passe. Tu es devant la vidéo. Tu étais où? On t'a appelé fatigué. Tu étais où? J'ai mal à la gorge. Tu étais où? J'ai mal à la gorge. C'est en train de... Tu t'es oublié? Non, non. Tu étais où? Non, continue encore. Le gars il dormait. Hein? Alors que lui et moi on a échangé. Et il était bien éveillé quand on en parlait. Donc après tu as dormi? Non, non, non. Et tu étais où? Oui, il vous pouvez. Il ne peut pas insister. Tu es passé chez elle? Qui Lui ça? donne le Non, c'est pas ça. C'est quoi? J'étais en haut. Ah. Ouais. Et avec la moto? Oui. Monsieur Dominique. C'est mon gars. Il faut que je sache. En solo, il va te dire. D'accord. Voilà. Hein, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ah ouais, t'as défendu, hein? Mais moi, je veux savoir. Oui, oui, donc, tu sauras ça. Hein? Ah ouais. Alors, nous allons pratiquer avec le... Tu as chance, hein, parce qu'elle va tout faire pour que je puisse être sur la première panne. Elle a tout fait. Elle nous a fait traîner jusqu'à... C'est maintenant qu'on veut parler de la première panne. D'accord. C'est Awa. Donc, tu lui donnes le truc de Nobo le soir. Awa va manger le poulet. Il n'y a pas de souci. Donc, Voilà. c'est faisable.
La première panne, le portable qui ne démarre plus. Un portable qui ne démarre plus, ça veut dire que ça ne s'allume pas. Les symptômes. Vous avez, il y a toujours la panne, le symptôme, les causes et puis la solution. Les symptômes. Mon ordinateur portable ne s'allume plus du tout. Pas d'image, plus de voyant, ni de bruit de ventilateur quand j'appuie sur le bouton de démarrage. Pourtant, mon bloc d'alimentation externe a bien sa diode verte allumée. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Sur mon chargeur, j'ai mon voyant de mon témoin qui indique que mon chargeur marche. Ça, c'est un chargeur qui a un témoin. À moins que ce soit un chargeur qui, par exemple ici, au niveau de mon PC, qui me démontre que j'ai bien été, ça marche. D'accord? Les causes. Ne jamais croire que la diode, c'est-à-dire la petite lumière, la diode de stand-by qui est ici là, la petite lumière sur le bloc d'alimentation, appelé aussi chargeur, est alimentée par un circuit différent de celui à part qui part vers le portable. Elle peut donc tout à fait être allumée, mais le courant partant du bloc peut être nul, voire trop faible, entre 8,8 volts au lieu de 19 volts par exemple. Ce qui fait que bien que la petite lumière soit allumée sur votre PC et dit que le branchement au secteur soit éclairé, la puissance délivrée ne permet pas le lancement. Ça veut dire quoi? Que dans mon chargeur, qu'est-ce que j'avais dit par rapport aux diodes? Par rapport aux diodes, j'avais dit que les diodes sont généralement alimentées par une tension de 3,3 volts. Ou des tensions de seuil qu'on appelle, qu'on a généralement entre 3,3 volts et entre 0,3 si la diode est au germanium et 0,6 volts si la diode est au silicium. Ça veut dire quoi? Que sur n'importe quel appareil, pour qu'une LED soit allumée, c'est le cas comme ça, il lui suffit seulement d'avoir 0,3 ou 0,6 volts et il est allumé. Vous voyez un peu. Il suffit seulement qu'il y ait 0,3 volts, 0,6 volts et puis il est tac. C'est le cas des LED ici, les LED sous les télés. Vous allez remarquer quand vous branchez votre télé, aussitôt que la truc est branchée, lui s'est allumé pour vous dire que je suis en stand-by. C'est une tension qui est externe. C'est une tension qui part. Il y a deux types de voies. La petite voie qui va amener les 0,3 volts et la tension 19 volts qui doit partir. Donc, aussitôt que vous branchez votre alimentation dans le secteur, lui vous dit que moi je suis déjà prêt, ready. Il est en stand-by. Et maintenant, le chargeur va partir. C'est pourquoi, même si vous avez la lumière sur le chargeur, il ne faut pas trop vous donner confiance pour dire que comme ça marche, forcément ça doit marcher aussi sur le truc. Et ensuite, ce n'est pas parce que lui, il est allumé ici, que forcément il doit marcher. Non. Dans les chargeurs, il y a trois voies. Vous avez ceci qui est la masse, il y a un autre dans l'intérieur et il y a la petite pile. C'est comme ça que ça se passe. Dans les chargeurs, surtout ces chargeurs dont je viens de vous expliquer, il y a la masse, il y a une autre tension positive et il y a la tension positive au milieu, là, la petite pile. Donc quand je vais mettre mon chargeur directement, les 3 volts qui vont aller alimenter la LED pour dire que j'ai branché mon chargeur va s'allumer. Et ensuite, maintenant, il y aura les 19 volts qui passent maintenant par l'autre chemin. Quand vous avez voulu faire les tests sur les cartes, c'est cette tension-là que vous cherchez, les 19 volts. En oubliant qu'il y a aussi une dérivée qui part de l'autre côté pour pouvoir alimenter votre chargeur. Donc c'est souvent comme ça. Donc ce n'est pas forcément que parce que lui, il s'est allumé, ou que celui-là s'est allumé, que forcément que j'ai les 19 ou j'ai les 18 volts qui doivent alimenter la carte mère elle-même. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Ça veut dire que le courant, puisque je l'ai dit et je répète encore, que nous définissons le courant comme étant la quantité d'électrons qui doit faire fonctionner un appareil. C'est pourquoi quand votre téléphone se décharge, n'allez jamais brancher ce téléphone sur la prise USB d'un ordinateur portable.
ceux qui prennent l'habitude de charger leur téléphone par le port USB de leur ordinateur portable, vous grillez les puces, les batteries. Parce que le courant qui doit sortir sur le port USB, c'est à peu près 0,0001 ampère. C'est quasi nul. C'est la tension qu'on a besoin pour la clé USB. Donc si vous mettez votre téléphone qui a besoin de 3 ampères ou 4 ampères, vous allez traîner. C'est pourquoi quand vous mettez les chargeurs, vous restez des jours, des heures et des heures et des heures. Ça n'a même pas fait 0%. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque. Quand on est en classe ou bien on est au truc et qu'on a une machine, généralement beaucoup prennent leur téléphone et puis ils mettent ça sur le port USB de l'ordinateur. Et ils attendent. Quand vous allez regarder, vous n'avez même pas fait 1%. Malgré que vous avez branché ça fait 2 heures de temps. Parce que le courant qui sort par le port USB est quasi nul. Mais quand vous le mettez dans la prise de la Sénélec, en moins d'une minute déjà, vous allez voir 1%. 2 minutes, 2%, etc. Et en moins d'une heure de temps, vous avez 100%. Parce que le courant qui sort là-bas est petit. Donc c'est ce courant-là dont on parle ici. Si ce qui fait que bien que la petite lumière sur votre PC indiquant le branchement au secteur soit éclairée, la puissance délivrée ne permet pas le lancement de votre carte mère. Si on devait parler de puissance, on va parler de la tension et du courant. C'est les deux multipliés qui donnent la puissance. Donc, qui parle de puissance ici, forcément, on va parler du courant. Puisque nous savons que déjà, la batterie, le chargeur me sort 19 volts. Le courant doit me sortir, le courant doit être 3,5 ou 4,5. Si je multiplie les deux, j'ai une puissance. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le problème. Il ne faut pas vous confier à la petite lumière allumée, mais plutôt de bien vérifier sur votre chargeur si le chargeur sort, c'est la tension mentionnée sur lui. Donc il faut d'abord vérifier cela. La solution, tester avec une autre alimentation compatible. Donc sûrement que vous avez quelqu'un, vous avez un ami qui a le même PC, qui a le même chargeur, vous testez ça d'abord sur l'ordinateur avant de dire que le chargeur est défaillant. La première des choses, c'est ça. C'est d'abord de chercher à tester d'abord votre alimentation. Deuxième panne, un ordinateur fixe ou un ordinateur portable qui ne démarre pas. La première, c'était quoi? La première panne, c'était le stagiaire ou bien? Non, la première panne. Il ne démarre plus. La première panne qu'on a vue tout à l'heure, l'ordinateur ne démarre plus. La deuxième panne, c'est qui ne démarre pas. Attends, on revient. Qui ne démarre plus. Et ici, qui ne démarre pas. Deux choses différentes, d'accord? Les symptômes. J'appuie sur le bouton de démarrage et rien ne se passe. Pas de lumière, ni de bruit de ventilation. Généralement, quand une machine marche, vous approchez votre main à côté de l'aération, vous sentez de l'air chaud qui sort. Ou vous entendez même le bruit du ventilo qui tourne. Mais le cas ici, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Les causes. En ayant éliminé dans le cas numéro 1 du dessus, il est bien possible que votre ordinateur ait subi une micro-tension ou ayant entraîné une inversion de polarité. La charge négative à la place du positif. Inversion de polarité. Il y a eu inversion de polarité, votre machine s'est arrêtée. Il y a eu, par exemple, une surintention. Ça, c'est le problème lié au MOSFET. La plupart du temps. Et comme je l'ai dit toujours, les gens ne le comprennent pas. Les appareils dans lesquels on utilise qui ont des mémoires internes, qu'est-ce qui se passe? La mémoire interne d'un ordinateur, d'un téléphone, sauvegarde toujours la dernière information qui s'est passée. Dans un appareil qui a des mémoires, qui enregistre des données, garde toujours la dernière information qui s'est passée avant son arrêt.
Parce que vous avez des condensateurs qui sont sur le côté qui chargent votre mémoire. La dernière information qui est arrivée et que la panne est arrivée, c'est elle qui reste. Toujours et toujours. Toujours et toujours. C'est pourquoi vous n'allez pas faire du hardware directement. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'appareil. Vous n'avez pas besoin d'attaquer l'appareil directement. Et ça va se passer aussi sur les PC, les ordinateurs portables. Sur les téléphones portables, je ne sais pas si on vous l'a dit ou c'est moi-même qui devais dire ça. Surtout sur les iPhones. On appelle ça veille prolongée. Sur les iPhones. On appelle ça veille prolongée. Le téléphone lui-même, quand vous l'avez laissé décharger, qu'il s'est éteint lui-même. C'est là-bas où vous avez atteint un seuil de critique, un seuil de batterie critique. Lui-même il coupe. Il met le téléphone en veille prolongée. Vous faites tout et tout, ça ne démarre pas. Vous mettez en charge, ça ne démarre pas. Vous mettez en charge, il va vous afficher le câble avec la tête, sa tête là. Pour vous, il vous demande de connecter sur iTunes pour restauration. La plupart des techniciens, c'est ça. Surtout sur les iPhones. C'est une fonction qui est dans l'iPhone. Qui est réglée comme ça. En seuil critique d'une batterie, là où il arrive en critique, il part en veille prolongée. Vous mettez le chargeur, vous faites tout. Vous allez mettre ça en charge pendant des jours, là, ça ne bouge pas. Ça veut dire que le téléphone est parti en veille prolongée. Les MacBooks le font, il y a même des ordinateurs qui le font. L'astuce sur les téléphones qui le font, c'est juste d'appuyer sur le bouton Home et le bouton Power. 5 secondes. Vous le sortez du mode veille prolongé et après vous mettez le chargeur. C'est l'astuce sur les iPhones. Quand il refuse votre téléphone, vous avez mis la charge 1 heure, 2 heures. Ce que va m'appeler, on me dit, monsieur, mon téléphone se charge plus. Depuis combien de temps la question? C'est la question que vous allez poser. Depuis combien de temps? Il va vous donner la réponse. Si vous dites que ça fait déjà 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, la deuxième question, est-ce que la batterie s'est totalement déchargée? Non, c'était à 10%, c'était à 5%. Et c'est arrêté. Ça veut dire que le téléphone est parti en veille prolongée. Maintenant, votre astuce, vous ouvrez le téléphone, vous appuyez simultanément sur le bouton rond et le bouton d'allumage. Quelques 5 secondes, et puis il sort du mode prolongé. Oui. Sur le mode prolongé, ça dépend des iPhones. Veille prolongé, ça dépend des iPhones aussi. Parce qu'il y a d'autres iPhones qu'on doit appuyer, je pense, le haut, le plus, et puis le bouton, le gros bouton. C'est toujours la même chose. Mais c'est, comment on appelle... Sauf que chaque type de téléphone, chaque type de série, voilà, a sa façon de sortir du mode prolongé. C'est ça. Sauf que pour chaque type, un iPhone 6, par exemple, a sa technique de sortie de veille prolongée. Le iPhone 13 a sa façon, le 12 aussi, etc. C'est le mode recovery, moi, tu dis. Non, voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est autre chose. C'est pas la même chose. Et c'est ce que je disais. Quand les gens ont vu que non, ils demandent, quand tu allumes, ils voient le câble rouge avec le signe là, iTunes. Mais il y en a des iPhones. Pour le mettre là, en mode recovery mode, on branche le chargeur. Tout en appuyant. Ce que tu as fait, tu as oxygène. Tu veux le mettre en mode DFU. Oui.
Ça, ce qu'on est en train de dire, il revient sur terre. Je vous demande quoi, la différence entre les deux? Il y a une grande différence. On est en train de parler d'un téléphone qui ne s'allume pas. D'un téléphone qui ne s'allume pas. Tu es en train d'utiliser un téléphone. Ta batterie t'indique, charger batterie. À un pourcentage donné. Il s'éteint. Ça, c'est mode recovery? Non. Les causes. Les symptômes. J'appuie sur le bouton de démarrage et rien ne se passe. Pas de lumière ni de bruit de ventilation. Les causes. En ayant éliminé le premier cas dessus, il est possible que votre ordinateur ait subi une microsoudure, une microsubtension ou autre ayant entraîné une inversion de polarité. La première solution qui va consister, s'il s'agit d'un PC fixe, débrancher le compteur d'alimentation, puis maintenir enfoncé 1 minute le bouton de démarrage. Cela va vider l'électricité résiduelle dans la carte mère. On rebranche et normalement ça doit redémarrer. Ça veut dire que vous débranchez le cordon d'alimentation et ensuite vous appuyez sur le bouton d'allumage pendant 1 minute, enfoncé. Il va vider les condensateurs, ensuite vous rebranchez le chargeur. S'il s'agit d'un PC portable, d'un PC fixe. S'il s'agit de fixe. Ça, les gens vont vous appeler généralement beaucoup pour ça. Ils vont vous appeler, peut-être ça a été un arrêt brutal et la mémoire a gardé la dernière information. Et puisque ce sont les condensateurs qui sont tout autour du processeur, c'est eux qui vont garder maintenant ces informations-là. Arrêt brut. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous n'allez pas ouvrir la machine et commencer par décharger les condensateurs one by one, il faut vider tout. Je débranche la télé et ensuite je cherche le bouton d'allumage power, j'appuie longtemps pour vider les condos. En vidant, quand on dit je décharge, en réalité c'est que quand je débranche la machine et que j'appuie sur le bouton d'allumage, je demande au condensateur ce qu'il avait gardé de le ressortir. Et quand il veut le ressortir, il n'y a plus de suite qui... C'est comme un siphon. Vous voyez par exemple, comme dans la voiture, l'essence finie. L'essence finie, la voiture s'est arrêtée. Brrr, 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 ça s'est arrêté. Net sur place. Quand je viens, j'achète l'essence et que je mets dans le réservoir, s'il s'agit d'une voiture diesel, il faut aller ouvrir le carburateur et aspirer l'essence pour venir. Mais s'il s'agit d'une voiture essence, il suffit seulement que je pompe le gaz, que je pompe à vide pour que l'air qui s'est emmagasiné entre le réservoir et le moteur, que cet air-là puisse servir d'aspirateur. Donc c'est ce que vous faites en réalité. Donc le fait de vider, il va tout vider. Et quand il veut démarrer maintenant, il cherche l'électricité, mais comme l'électricité a été débranchée, donc il va vider tout. Et maintenant votre mémoire devient zéro. Et puis vous branchez, ça marche. S'il s'agit d'un PC portable, là c'est parfois le coton à réaliser selon les PC. Le coton, c'est plus coton. En fait, il est plus compliqué. Quand on parle de plus coton, ça veut dire qu'il est plus truc en fait. C'est pas banana quoi. C'est ni. Tac. Et puis je vide en fait. J'ai ça, j'ai enlevé ça, j'ai vidé ça. Maintenant il est ici, j'appuie seulement, c'est bon. Ou carrément, j'enlève ici, j'enlève la batterie, etc. On le suit. Votre portable a sa batterie qui peut être retirée. Et ça, la dernière fois, j'ai montré ça à quelqu'un qui se trouvait, moi je ne savais pas qu'il était loin. C'était sur un forum sur Facebook. Et il demandait de l'aide. Personne n'avait écrit dans le groupe. Et moi, je l'ai écrit. Je l'ai dit d'enlever la batterie, de faire la plus longue. Et dommage, moi, il ne savait pas où il était. Hein. Moi, je passais le gars du Sénégal. Après, il m'a envoyé la photo sur Facebook pour me dire, voilà ma machine. Derrière, c'était des vis. Et il ne pouvait pas dire que non, il ne peut pas retirer sa batterie parce que la batterie était interne. Après, je dis, mais il dit, vous êtes situé où? Je dis, à Dakar.
Après, il m'écrit, il me dit, mais c'est trop loin, je suis à Tahiti. Il était en Tahiti. Ça, c'est dans la Polynésie française. Quelque part vers les Amériques du Sud, là, quelque part là-bas. Polynésie française. Bon, je lui ai dit de chercher un tournevis, il va ouvrir. Ça va être facile. Il dit non, qu'il ne veut pas. Il a peur de. Et puis, bon, j'ai dit, bon, je n'ai plus la solution, puisque la batterie est interne. Soit à moins que de laisser vraiment l'ordinateur très longtemps sans utilisation pour que la batterie elle-même se vide, pour qu'elle puisse. Or, ça aussi, c'est un problème. Le fait de laisser la batterie sur une machine longtemps est aussi un défaut que nous avons appris normalement au niveau des portables, où on nous a dit que lorsque la batterie est constamment branchée sur un appareil, elle a tendance à se vider. Lorsque un appareil électronique a sa batterie amovible connectée à la carte mère et laissée longtemps sans utilisation, la batterie se vide d'elle-même, automatiquement. C'est ça qui amène des fois certaines batteries à se bomber dans les téléphones. C'est ça qui amène certaines batteries, quand tu le recharges, ils refusent catégoriquement. C'est pourquoi ceux qui connaissent, ceux qui sont en Europe, qui maîtrisent cette partie dont je parle, s'il doit vous envoyer, ou bien il a un appareil à envoyer, même le toubab que nous avons vu fabriquer l'appareil, dans le carton de l'appareil, quand c'est nouveau, ils ne mettent pas la batterie ailleurs, c'est à toi de l'assembler. C'est toi qui ouvres le carton, tu enlèves la batterie dans son sachet, tu mets dans l'appareil. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est pourquoi, quand ça arrive, il faut vendre en même temps. Si ce sont des batteries d'occasion, à moins que la batterie soit inamovible, c'est-à-dire, c'est les nouveaux téléphones où c'est vraiment fermé, c'est là où il y a autre chose. Mais si la batterie peut-être est amovible, on peut l'enlever, il faut l'enlever, le spotter avec la ligne téléphone que vous envoyez. Dans le cas d'un PC portable, c'est plus coton. Premier cas, nous avons deux cas. Dans le premier cas, votre portable a sa batterie qui peut se retirer. Débranchez le cordon secteur et retirez la batterie. Ensuite, maintenez le bouton de démarrage enfoncé environ 1 minute ou plus. Ensuite, rebranchez juste le cordon secteur et normalement le PC doit démarrer. Ça, c'est un des cas. Premier cas. Vous enlevez la batterie, vous enlevez le chargeur. Vous appuyez sur le bouton d'allumage environ 1 minute. Les condensateurs vont se vider. Vous ne remettez plus la batterie. Vous mettez maintenant seul le chargeur. C'est pourquoi quelqu'un la dernière fois, quand il voulait réparer une machine, j'ai dit pourquoi il n'a pas amené le chargeur. Je pense que c'était toi. Non, la personne se connaît. La personne là se connaît. La personne qui a amené sa machine pour réparer la dernière fois, qui n'avait pas mis le chargeur. Donc si quelqu'un vous appelle et vous dit ma machine ne démarre pas, votre question c'est depuis quand ça ne s'allume pas. Il vous dit par exemple hier ou avant-hier. La question est-ce que c'est arrêté brutalement? Est-ce que vous l'avez éteint dans les normes avant qu'il ne s'allume? Parce que des fois, on finit de travailler, on fait comme ça, on rabat. Et puis on s'en va. Ah oui, tu l'as arrêté. Tu l'as mis en veille prolongée. Quand c'est nécessaire, ça ne va pas, tu enlèves le cordon, tu enlèves la batterie. Et maintenant, tu fais un appui long sur le power. Il va vider. Après, maintenant, tu ne remets plus la batterie. Tu mets maintenant seulement le cordon et tu redémarres le power. Quand il va se lancer maintenant, tu le laisses bien se charger. Quand il finit de se charger, tu vois les applications, tu vois tout ce que tu as sur le bureau maintenant. Tu l'éteins normalement et ensuite maintenant tu mets la batterie. Maintenant, quand tu vas le lancer, il va maintenant se remettre à jour pour être revenu à la version normale. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. J'ai une question. Oui. Donc, par exemple, en réparant les PC portables, Oui.
Donc, si on le fait à main nue, donc on risque de charger donc les condensateurs avec de l'énergie statique. Donc, comment est-ce que, donc si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour vider les condensateurs? Voilà, parce que je parle. Ok. Sa question, il dit qu'en tant que réparateur d'ordinateur portable, le risque, lorsque nous réparons un PC portable, c'est que nous pouvons mettre notre électricité statique là dans la carte. Il peut y avoir un risque de charge d'électricité. Pas seulement dans les PC portables, c'est aussi dans les téléphones portables. C'est pourquoi il faut avoir le bracelet antistatique. Ça, c'est un. Si vous n'avez pas le bracelet antistatique, normalement, il y a un cours qui va suivre quand on va finir le PC qui va aller sur les alimentations, où on vous montrera comment est-ce qu'il faut fabriquer un câble antistatique sur la table que vous utilisez. Oui, quand tu répares un ordinateur portable ou les ordinateurs en général, il y a de l'électricité statique que tu as. Cette électricité statique, tu peux le transmettre aux barrettes mémoire, au disque dur, surtout. C'est pourquoi le vendeur de mémoire, de disque dur, vend ou le toubab met toujours le disque dur dans un sachet aluminium. La barrette mémoire est toujours dans un sachet aluminium protégé. Si tu veux réparer la machine sans transmettre l'électricité statique, il faudra juste chercher les bracelets antistatiques. Ou carrément mettre ta table en antistatique. C'est de mettre un fil sur la table qui est en fer, parce que ta table sera reliée quelque part par des vis que tu mets maintenant, tu vas implanter dans le sol. Ou tu prends les bouteilles de Kirène, tu remplis de sable, tu verses un peu d'eau et tu prends un fil de fer que tu mets et après tu attaches un morceau sur le dessus. Ça veut dire que tu as créé la terre. Ça évite. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire un poignet que tu attaches à la table, ce qui fait que le fil de fer là pourra... Mais sauf que il ne faudrait pas faire la réparation des ordinateurs, des cartes mères en ayant le câble branché. Vraiment? C'est comme les télés aussi, tu fais juste le test. Parce que si le câble antistatique que tu as fait n'est pas isolé, qu'il touche la carte mère, ça veut dire que tu transportes l'électricité pour l'envoyer. Il va y avoir court-circuit. Le bazar de billet n'est pas cher. K2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. K2. Ah ouais, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça? Ça c'est quoi? La prise de charge. Ben oui. C'est l'indicateur de prise de charge. Et là, c'est la batterie. L'autre, c'est l'indicateur de batterie. K2. K2. Votre portable a sa batterie intégrée. C'est le cas où on n'ouvre pas la batterie. On ne peut pas sortir la batterie de l'extérieur. La batterie est interne, comme le cas de ta batterie est interne, non? Oui. Non, non, non. Externe, elle peut sortir. Oui. Débranchez le cordon du secteur, retournez le portable et regardez si vous avez un petit trou permettant de chanter l'alimentation. Le petit trou, le voici. Si oui, introduisez une trombone. Si oui, introduisez une trombone dépliée dedans pendant 1 minute, puis refaites la tentative de démarrage. Ah, voilà. Ouais. Vous avez l'indicateur de batterie ici. Vous avez le connecteur de charge ici, comme c'est le cas ici. D'accord? Ce petit trou-là indique la batterie.
Vous faites un trombone, vous prenez un trombone que vous dépliez, ou une aiguille, vous mettez dedans, vous appuyez. C'est comme si c'était un reset. C'est comme un bouton reset. C'est comme un bouton reset sur les routeurs, les Wi-Fi et autres. On le fait maintenant sur des batteries, sur des machines qui ont la batterie intégrée, incorporée, qu'on ne voit pas. Il y a toujours un petit truc comme ça qui indique. Les gens ne savaient pas. Tu fais un trombone, c'est pour pouvoir vider la batterie. Vider les condensateurs. D'accord? Donc, à côté de mon chargeur se trouve le point là. Et dans ce point, j'introduis un petit trombone ou un petit truc là pour pouvoir faire le vidage de la batterie pour pouvoir permettre que je puisse refaire le démarrage. Si pas de shunt en dessous, appuyez 5 secondes, appuyez 5 minutes sur le bouton de démarrage, puis relâchez, tentez le redémarrage. D'accord? Donc s'il n'y a pas de shunt, vous appuyez, comment on dit ça? Un autre tour, 5 secondes sur le bouton de démarrage et relâchez. Troisième cas, l'ordinateur se bloque. L'ordinateur se bloque sur un fond noir avec une petite barre blanche clignotante à gauche, en haut à gauche. Là, de ce côté de votre écran, il n'y a rien qui est affiché. Et ensuite, il y a le petit trait là qui clignote. Les symptômes. Après un début de démarrage avec le logo de la marque du PC qui s'affiche, au moment où devraient normalement apparaître les images symbolisant le démarrage du système d'exploitation, point blanc tournoyant pour Windows 8 et 10, ou 4 boules colorées pour Windows 7, un fond noir avec un petit trait à blanc clignotant en haut à gauche apparaît et le PC reste bloqué dessus. Ça arrive souvent. Arrêt brut. On a arrêté la machine brutalement. On a appuyé sur le bouton d'allumage, crac, parce qu'on est planté. Ou on a fermé le cover. Après on est revenu quand on a démarré. On a appuyé, on est là, 5 minutes. Au lieu que le truc apparaît, il clignoterait. Ça ne vient pas. Vous faites tout, ça ne vient pas. Ça arrive le plus souvent. Beaucoup de fois même. Les causes. L'ordinateur ne trouve pas le système d'exploitation ou il pense le trouver. Il va d'abord faire le check-out. Quand il fait le check, il cherche les disques durs. Parce que c'est sur les disques durs qu'on a le système. Il va les chercher, il ne trouve pas. Attention. Moi, je vais vous dire tout à l'heure que ce n'est pas forcément, par exemple, l'une des causes. Attention, l'une des causes ici, je vais finir, après je vous dis la deuxième cause. L'ordinateur ne trouve pas le système d'exploitation où il pense trouver. Parfois, c'est tout bêtement parce qu'il a trouvé une clé USB ou un disque dur externe et tente de démarrer dessus. Soit vous avez oublié une clé USB, soit vous avez branché un autre périphérique sur la machine qu'il considère comme étant un système de bootage. Donc, il va faire ça. Il demande le système. Cela arrive de plus en plus avec les BIOS UEFI ayant un Secure Boot. Sur aujourd'hui, la plupart de nos machines, on a le système UEFI. Et lorsque le système UEFI a son Secure Boot qui est activé, il ne peut plus démarrer. Monsieur Birama, quand il était encore étudiant dans une des grandes écoles là-bas, en ville, et j'étais son prof d'informatique, électronique, il a mené des machines. Et un jour, il a mené une machine, il avait tout fait, ça ne passait pas. Même nous-mêmes, on ne savait pas que c'était le système, parce que c'était récent. C'était au moment où les Secure Boot ont commencé. Ils ont commencé avec des systèmes du genre MBR, et puis des systèmes MBR et UEFI. Il fallait changer en GTP. Quand les disques étaient MBR et GTP, il fallait reconvertir pour des histoires comme ça. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait désactiver le Secure Boot.
Je ne savais pas qu'il fallait les désactiver. Je l'ai ramené à la maison, j'ai commencé par chercher sur internet et finalement je suis tombé et je l'ai fait. Je crois que ce jour-là, il m'a payé 7 000. Je ne sais pas combien. Ça, c'était en 2000. Ça, c'était dans l'histoire de 2015-2016. Ça, c'est 2015-2016 que je lui ai fait ça. Quand il était encore bon étudiant. Donc, ça peut être dû au fait que votre machine a trouvé une clé USB. Même votre téléphone, quand il est branché par port USB, peut créer ça aussi. Si vous avez l'habitude de télécharger des systèmes d'exploitation sur votre téléphone, il peut le faire. Soit vous avez un CD qui est carrément resté sur le disque, le lecteur, soit il y a un truc qui est resté dessus. Pour que ce soit un DVD amorçable, il va bloquer le lancement par sécurité et rester au point mort. Donc j'ai même rencontré le cas avec une imprimante branchée en USB sur laquelle une carte SD d'appareil photo était branchée. Vous voyez par exemple des imprimantes multimédia où la personne a amené une clé, une mémoire, on a imprimé et après on a oublié la clé sur l'imprimante. Ça aussi peut faire ça aussi. C'est que vous demandez à la machine d'aller bouter sur la clé. Et il cherche, il ne trouve pas. La deuxième cause dont moi je vais vous parler, que j'ai connue le plus souvent, qu'on n'a pas mis ici, c'est lorsque quand quelqu'un vous amène ces genres de panne-là, où vous avez le trait blanc qui clignote là-bas. Posez-lui la question de savoir si la machine n'est pas tombée ou n'a pas reçu un choc. Si vous faites ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire, j'ai regardé, je n'ai plus de mémoire, je n'ai pas de mémoire SD branchée, clé USB, posez-lui la question si la machine n'a pas reçu un choc. Soit la machine est tombée, premier cas possible, soit la machine dans le bus a reçu une pression. Le disque dur s'est déplacé. Lorsque le disque est mal positionné, là où la tête là où il est mal positionné, c'est beaucoup de cas. Il y a des gens, quand ils changent un disque dur, ou ils ouvrent une machine, la vis qui va retenir le disque dur là, ils ne mettent plus. Ils vont mettre du papier pour caler. Ils vont mettre du chiffon pour caler. Ou c'est le cas où le disque est un peu penché comme ça. Quand vous tenez la machine, vous attendez dans les dents. C'est le disque qui bouge là. Donc à chaque choc, il va vous faire ça. Il faut toujours ouvrir pour pousser et caler le disque avec papier. Ce cas-là, il y en a tellement. Ça, c'est pour les techniciens qui veulent taf changer vite fait et puis tcha. Parce qu'ils ont perdu le vis ou ils ont perdu le repose-disque. C'est pourquoi le Toubab a fait des trucs sur lesquels on visse les 4 vis sur le côté pour bien le caler dans l'ordinateur. Bon, Steve, tu vas recevoir beaucoup d'ordinateurs comme ça, hein, comme tu reçois déjà les ordinateurs avec Kafa. Solution. Une solution qu'on nous propose. Retirez tous les périphériques USB. Ça va aller. J'espère que nous. J'ai vu un cafard qui est entré hier avec tout ça. La même machine là est terrible. On a failli être suffoqué ici. C'était une invasion. Hein? Oui, fait que t'as Un message. Sur tu as envie de dormir? Non, parce que ça continue. Donc, tu as envie de dormir? Donc, je vous laisse dormir 2 minutes. Non, 13h43. 2 minutes. Oui. Il faut baisser la tête 2 minutes. Et puis quand tu vas te... Hein? Bon, parce qu'en bas, c'est les parties importantes que je suis en train de faire tout à l'heure. Tu as amené les points. Après, on va faire ça. C'est pourquoi je suis en train de faire vite fait.
Parce que ce n'est pas, c'est long, hein, mais il y a une partie qu'on ne fera pas parce que ça concerne les recherches sur Internet et tout ça. Mais ce qui est Donc, important, on c'est va avoir ça. Vous Hein? ne pouvez pas nous envoyer. vous voulez avoir ce cours-là. Oui. Faut pas que je dise ça, les gens vont entendre, hein, parce que je n'ai pas donné aux autres. Pas donné aux autres. Il faut que je n'ai pas donné. Hein? Alors, qui a foi? C'est toi qui as foi. C'est toi qui as envie de dormir. Non, non, non. Mais ça. Mais moi, maintenant, moi, j'ai Conduire. chaud. Quoi? Moi, maintenant, j'ai chaud. Comment le corps est comme ça? Moi, j'ai chaud. C'est chaud. Oui. C'est bizarre, hein? Retirez tous les périphériques USB. Si vous avez branché une souris, si vous avez branché un clavier sans fil, il faut le retirer. En laissant le clavier et la souris filaire branchés et tenter de redémarrage. Ça, c'est le premier. Par exemple, c'est le cas par exemple de ça et de clavier. Quand ça ne redémarre pas, il faut toujours l'enlever. Éliminer tout ce qui est externe. Mettre maintenant des câbles souris filaire, clavier filaire et vous retentez le démarrage. Un petit tour dans le BIOS afin de modifier l'ordre de démarrage. Donc dans le F9 ou F12 ou F2 ou l'échappe sur certaines machines pour rentrer dans le BIOS ou changer le mode de démarrage. Parce que peut-être que dans les BIOS, il y a eu changement. Il a pris par exemple le CD comme premier boot ou il a pris un autre périphérique comme premier boot. Donc il faut toujours aller, lorsque vous avez tout fait et que ça ne démarre pas, en fonction de la machine que vous avez l'option soit c'est le F9, soit c'est le F12, soit c'est F2, ou des fois c'est échappe pour tenter de rentrer dans le BIOS, aller sur le boot de démarrage, et ensuite maintenant de reconfigurer le disque dur, de le repositionner en premier et le reste maintenant en second. Donc souvent c'est un peu ça. On va voir le deuxième cas. Wow. Voilà. Nous sommes en train de rentrer là dans la maintenance, parce que ça ce n'est plus de la réparation. Voici par exemple une machine avec les ventilos vraiment surchargés. Cette machine-là, je ne pense même pas qu'elle puisse fonctionner même 5 minutes. Même si elle démarre 5 minutes après elle va couper. Elle va faire des redémarrages en boucle. Boot looping. Le démarrage en boucle. Pac, il coupe, tac. Vous entendez le ventilo qui fait tac. Ça s'arrête et ça redémarre. Les hélices sont trop chargées. Et ça arrive aussi dans les PC portables. Ça, c'est ce que je disais. Lorsque, par exemple, vous n'avez pas défini pour votre clientèle, c'est souvent les gens qui font le transfert d'argent, qui n'aiment pas toucher leur IC. Ceux qui font transfert d'argent, là, les multiservices, avec les boutiques qui sont un peu dehors, qui aiment utiliser les machines là, c'est eux qui laissent, c'est dans leur machine qu'on voit ça. Là où vous avez traitement des tests, chez les infographes, ceux qui font infographie, ils sont en train de m'entendre. C'est souvent eux qui laissent les machines comme ça. Ils sont négligents. Ils sont très négligents. Les gens qui font infographie, traitement des tests, transfert d'argent. Non. C'est eux. Et quand c'est comme ça là, le travail, ce n'est pas un travail de 30 minutes ni 1 heure de temps. C'est un travail de presque 2 heures. Et un bon maintenancier doit faire 2 heures par machine. Ce n'est pas seulement le ventilo qu'il faut souffler. C'est ça qu'ils font d'habitude. Dans ce cas précis, là où vous voyez ça, là, ça veut dire que la pâte thermique même est morte. Ça veut dire que la pâte thermique qui se trouve sous le ventilade, là, elle est devenue tellement dure comme ça. La machine travaillait malgré elle. La machine travaillait malgré elle. C'est-à-dire que vous l'avez soumis déjà à un mode de fonctionnement où lui dit, même si, bon, bah, écoute, il se dit intérieurement, il m'a sonné, il me demande, je vais faire quoi?
La carte graphique qui est là à côté, interne, pâte graphique à moule, dure. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce cas comme ça, là, ce n'est pas 30 minutes de maintenance. Il faut carrément enlever les ventilos, les laver. Enlever les ventilages, laver. Soulever la carte mère, vous devez dévisser. Tout cela, vous devez débrancher. Tout ça, vous devez débrancher. Tout. Sortir la carte mère de la machine. Nettoyer dessous. Nettoyer la boîte. Replacer les pattes thermiques sur les processeurs, la carte graphique, avant de remonter. Et quand on finit, normalement, quand c'est bien fait, on doit sentir que ça va plus vite. Même le PC, même on dirait quand ça tourne, vous n'entendez même plus de bruit. Mais avec ça, c'est comme si c'était un avion qui avait décollé. Même c'est ça qui permet, même des fois, quand vous démarrez la machine, au lieu que la machine fasse 5 secondes avant que le ventilo ne démarre, vous entendez en même temps d'un seul coup. À un moment donné, vous entendez la machine même qui, on dirait, ne marche pas. À cause de ça. Trop de poussière. Ils ont enfoncé la machine sous la table. Mais il faut fort. Quand la femme de ménage vient, elle nettoie. C'est comme la machine de. Parce que Steve ne vient pas me dire que non, je vais nettoyer. Voici un bloc d'alimentation, ce que nous appelons généralement les ATX. D'accord? Donc, les blocs d'alimentation, je vous prie, lorsque la machine, vous constatez que la machine ne marche pas, ne démarre pas, et que c'est le bloc d'alimentation qui est gâté là, je vous prie de ne même pas chercher longtemps à réparer. Parce que ça serait une perte. Vous ne pouvez pas réparer ça à 3 000 à 5 000 pour quelqu'un. Or, la machine elle-même, le truc même coûte 10 000 francs. Or, le truc même coûte 10 000 francs. Des fois même, je pense que c'est 7 000 même ça, à des endroits. Maintenant, ma question c'est de savoir comment, est-ce que vous savez comment tester un bloc d'alimentation quand vous l'achetez? Une alimentation ATX, comment tester pour savoir si c'est bon ou pas? Comment tester une bloc d'alimentation ATX? Bon, on va vous appeler aussi, hein? Pour ce genre de choses, on va vous appeler. Le gars va dire, oui, on dit vous réparez les ordinateurs, ce n'est pas seulement les portables. Mais pour faire ce genre de maintenance, la carte, oui, la carte, vous pouvez vous retrouver avec des condensateurs autour de processeurs qui sont bombés. D'accord. Mais le reste là, c'est là où c'est un peu difficile. Mais vous pouvez remplacer un condensateur autour d'une alimentation. Maintenant, on vous dit que la machine ne s'allume pas. Vous devez tester le boîtier là, vous devez le tester. ATX, vous devez le tester. Vous devez brancher le câble ici et ensuite voir si ça marche. Si ça marche, normalement, c'est ce ventilo qui doit tourner. Maintenant, il faut savoir la méthode pour faire, pour tester une alimentation que vous achetez en boutique. Vous allez en boutique chez un vendeur de consommables informatiques. Par exemple, à Sandaga, il vous vend une alimentation dans un carton. Vous ne l'avez pas testé. Et c'est vous qui habitez à Mossis. Comment vous devez faire? Parce que vous ne pouvez pas aller et revenir. Vous allez monter l'alimentation, ça ne marche pas. Vous faites comment? On teste cette alimentation. Et pour le tester, il y a une méthodologie. Tout à l'heure, vous me rappelez ça pour que je puisse le faire avec vous. Ordinateur fixe qui s'arrête tout seul et de plus en plus vite. Un ordinateur qui s'arrête tout seul et de plus en plus vite. Les symptômes. Mon ordinateur fonctionne un bon moment sans prévenir s'éteint. Redémarre, s'éteint au bout de 10 minutes. Redémarre et il s'éteint au bout de 5 minutes. Etc. Jusqu'à ne même plus démarrer du tout. Au bout de quelques heures, je le redémarre, normalement, et les mêmes symptômes reviennent le temps d'une utilisation. Les causes. 2 causes sont possibles. La chaleur ou une alimentation défectueuse. La chaleur va provoquer à partir d'une certaine température
entre 85 et 95 degrés généralement un arrêt de sécurité. Ça, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau la température doit monter? Au niveau du processeur. Au niveau du processeur. Parce que c'est le processeur qui a la pâte thermique et le système de ventilage. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vous, quand on avait ouvert la dernière fois le système. C'était à moi aussi, non? Oui. C'était le système de ventilage, de communication. Voilà. Ça veut dire que sous le processeur, c'est le seul composant qui chauffe dans le PC. Puisqu'il n'y a plus de pattes, plus il n'y a plus de communication, puisqu'il n'y a plus une bonne adhésion. Mais quand, au bout de 5 secondes, un processeur qui chauffe à 1 degré donné coupe en même temps. Donc quand vous amenez un PC portable, qu'on allume, 5 secondes, vous entendez tac, qui coupe, ça veut dire que le processeur a atteint a été 1 degré autour de 85 à 95 degrés Celsius. C'est un arrêt de sécurité. Ça vous donne une idée. C'est pas parce que la machine s'éteint que oui, c'est un processeur comme on le fait généralement. On met la pâte thermique. Vous pouvez mettre la pâte thermique, mais là, ça ne va pas marcher. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent hein, pour des cas. Les gens mettent la pâte thermique, mais la pente continue. L'alimentation peut-elle avoir un composant défectueux qui, en chauffant, provoquera une coupure d'électricité. Au mieux, une suralimentation. Au pire, faisant disjoncter le système. 2 cas possibles. Soit c'est la chaleur au niveau de la pâte du processeur, soit c'est l'alimentation qui a un composant défectueux. Un condensateur qui se charge et qui refuse de se décharger. Ou un condensateur qui ne veut même pas se charger. Il va forcément arrêter. Et un condensateur, quand vous le chargez, vous le laissez, il se charge. Mais quand il ne se décharge plus, mais comment est-ce que vous voulez le charger? C'est comme une citerne qui est chargée, qui est pleine d'eau. Vous n'avez pas vidé l'eau, vous voulez encore remplir. Voyez un peu. Donc c'est généralement ce qui se passe. C'est 2 causes. Lorsque l'ordinateur fixe fait ce genre de cas. Démarrage après démarrage, la température critique est atteinte de plus en plus rapidement. Donc les arrêts s'enchaînent au plus vite. La solution, pour ce qui est de voir la température interne, le logiciel SPICI, vous pouvez le noter, ce nom-là. Vous pouvez noter ce nom, ce logiciel, SPICI. Oui, même sur le forum, vous pouvez l'avoir. SPICI. Vous l'installez pour découvrir si la température au niveau du processeur est comment. Ça vous donne des courbes de consommation en chaleur et autres. D'accord? Donc vous pouvez il y a le lien, et ce lien-là, vous pouvez le télécharger, le SPICI dessus, et ensuite vous l'installez. Si c'est bien cela qui est la cause, ouvrir la tour et dépoussiérer au mieux l'intérieur. Ceci résolvant souvent le problème de chaleur. Un changement de la pâte thermique sera aussi un gros plus. Si cela ne provient pas de la chaleur excessive, alors il est probable que cela provienne de l'alimentation. Et idéalement, vous pouvez en récupérer une dans votre entourage pour tester avec une autre. Donc, s'il s'agit ce genre démarrage après redémarrage, arrêt après arrêt, après avoir ouvert la machine, après avoir constaté qu'il y a plus de poussière ou il n'y a pas de pâte thermique, c'est les 2 causes. Soit c'est la pâte thermique qui n'y a pas, ou qui est insuffisante, ou qui est carrément sèche, dure, elle n'est plus molle. Vous voyez, pour permettre une bonne transmission de la chaleur. Elle n'est plus molle, elle est sec, sèche, dure. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission entre le processeur et le système de refroidissement. Il faut que la pâte soit molle pour que le système puisse, pour que la communication passe. C'est pourquoi généralement on enlève ce qui est déjà là et on replace une nouvelle pâte molle. C'est en fait ce qui se passe. Donc quand vous voulez enlever la pâte, vous prenez votre doigt,
vous ramassez la pâte dure qui était déjà sur le processeur. Elle est cassante. Vous voyez, elle se casse. Ça veut dire qu'elle est déjà pourrie, elle est déjà gâtée. Elle a perdu sa caractéristique. Donc vous enlevez, vous mettez une pâte qui est plus molle. Et ensuite, maintenant, vous allez voir que votre machine va tranquillement marcher, démarrer tranquillement, sans souci, quoi. Mais souvent, quand vous faites ça, il faut aussi apprendre à vider aussi. Des fois aussi, vous pouvez enlever la pile CMOS. La pile CMOS, parce que c'est elle qui sauvegarde les données de l'arrêt brutal. Donc, quand vous faites la pâte, vous faites le nettoyage et que ça ne marche toujours pas, la dernière solution, c'est d'enlever la pile CMOS, d'enlever la batterie, et vous faites un appui long, toujours sur le bouton d'allumage, qui va vider les condensateurs. Vous remettez la pile CMOS, vous rebranchez, la machine va prendre. Parce que c'est la pile CMOS qui a gardé la dernière information. Cette dernière information de l'arrêt brutal. D'accord? S'il y a une question, parce que je crois que Guy est en train de regarder, il va me sortir quelque chose. S'il n'a pas, il n'a rien. Si le résultat est positif, là, changez vous-même. Quoi? Qu'est-ce que je disais? Je suis fatigué. Alors, il est très probable, machin et tout ça, on occupe là. Et qu'est-ce que tu veux? Le spécifique. Ok. C'est très facile, et un bloc d'alimentation, d'eau, facture, coûte, bon. Okay. Bon, un ordinateur portable maintenant. On avait parlé de PC. Tout à l'heure, c'était un PC fixe. C'était un ordinateur fixe. Maintenant, nous allons parler d'un ordinateur portable qui s'arrête tout seul et de plus en plus vite. Les symptômes. Le ventilateur tourne à fond. Tourne à fond. Vous l'entendez? L'air qui sort est brûlant. Et le clavier ou certaines parties de la coque sont chaudes. Le clavier, là, viens. Tu mets la main ici. Viens. Vous pouvez essayer. Vous pouvez venir essayer. Hein? Sans trop me... Viens. Ouais. Il ne sait pas en fait. Donc, mets la main là. Non, viens ici. Il ne va pas sentir parce que le gars n'appuie pas. Ah, ok. Le gars n'appuie pas, il dit qu'il ne sent rien. Parce qu'il a peur d'appuyer. Tu veux le café? Dors un peu. Dors un peu, tu vas écouter. Tu as résisté. Hein? Dors. Après, quand on va finir, il est déjà même l'heure, même déjà. Les causes. Là, contrairement à la tour, c'est seulement la chaleur excessive qui est en cause, provoquant un arrêt d'urgence. Cela est dû à une accumulation importante de la poussière devant la grille du ventilateur. C'est ce qu'on avait vu quand on avait ouvert la première chose. Entre le ventilateur et les aérations, entre le système ventilate. Et ouais, moi j'étais fatigué, donc je ne voulais pas me lever. Moi-même je ne voulais pas me lever. Voilà. Hein? Je ne voulais pas me lever. Là, même, je suis juste... Là, maintenant, je suis levé et j'ai parlé d'aller m'asseoir. Voilà. C'est un peu ça. Vous devez laisser ça Comme ça. On va laisser comme ça. Voilà un peu par exemple, nous avons le système d'aération, le ventilate, on a le ventilateur et ensuite on a l'aération. Maintenant, à quel niveau se situe le truc? Le truc se situe là. Vous avez le ventilo et vous avez cette partie, cette aération-là, ici. Donc, quand le ventilateur tourne, il doit normalement faire dégager la chaleur par ici. Cette chaleur qui est brassée de l'intérieur, la poussière, va venir s'accumuler là, ici. Ici et là, il ferme toute la chaleur de sortir. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc, cela est dû à une accumulation importante de poussière devant la grille de ventilation. C'est là. Vous voyez, ça ce sont les grilles de ventilation à ce niveau. Donc il y a une accumulation de poussière qui vont rester là, qu'on va retrouver, on retrouve comme une mousse en fait. Donc il faudra l'ouvrir. Donc, empêchant un refroidissement optimal. Solution.
En solution rapide d'attente, surlever le portable. D'accord? En solution d'attente, vous faites ça. Ça veut dire que vous soulevez votre ordinateur en mettant quelque chose, un refroidisseur en bas, pour que l'air puisse passer. D'accord? 2 paquets de bois supplémentaires sous machin. Idéalement, une tablette ventilée serait mieux. Ceci n'est qu'une astuce temporaire. Un démontage complet du PC s'impose avec le changement de la pâte thermique et le dépoussiérage de l'intérieur. Donc voilà un peu la solution. Il faut carrément démonter, ouvrir et puis nettoyer l'intérieur. Hein? Bon. Maintenant, nous allons voir un problème qui est un problème de Gaï. Oui. Oui. C'est le même problème. La souris, Ça ne marche plus. Hein. la souris ou le clavier ne fonctionne plus ou mal. Les symptômes. La flèche de ma souris se déplace tout seul, saute d'un endroit à un autre ou tremble. Ou bien le clavier ne répond plus ou mal. Certains caractères ne s'affichent pas ou ne sont pas surtapés. Ça, ce sont les problèmes liés au problème 6. La souris et ou le clavier ne fonctionnent plus ou mal. Des fois, quand tu regardes ta machine, tu vois ta souris qui se déplace seule. Qui se déplace seule. Ça arrive souvent. Hein? Mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. La souris, le clavier de la souris qui est en train de tourner seul. Les causes. Si la souris du clavier sont sans fil, si la souris ou le clavier sont sans fil, le problème provient généralement de la pile qui est usée. Parfois aussi, c'est le récepteur branché sur un port USB qui est mal ou qui n'est plus reconnu par le système. On a cité 2 pannes. Soit ce sont les batteries, parce qu'il y en a dans la souris et dans le clavier qui sont usées, soit c'est le récepteur, celui-ci, qui n'est plus reconnu par le système. Il arrive souvent que ça c'est une petite mémoire comme USB qui est alimentée par 5 volts. Cette mémoire peut être grillée à l'intérieur de celui-là. Quand il n'est plus reconnu par le système, votre souris ne répond pas. Plus rarement, qui est parasité par une source externe, comme un téléphone sans fil ou un autre ensemble clavier-souris sans fil. Si la souris et le clavier sont filaires, le problème se situe généralement au niveau des ports USB et de sa reconnaissance. Tout à l'heure, on a parlé des souris clavier sans fil. Il arrive des fois qu'on mélange. Vous savez, les souris et les claviers fonctionnent sur une fréquence de 2.4 GHz. Avec ou carrément des fréquences différentes. Vous allez voir que si je mets mon récepteur sur la machine de Gaï et qu'il utilise sa souris, ça ne marchera pas. Chaque souris a une fréquence donnée. Chaque souris et clavier, ou disons d'une manière, l'ensemble souris et clavier marchent avec le récepteur. Soit on a piraté votre machine et que la souris n'est plus reconnue, la fréquence a été bousillée, soit il y a un autre périphérique qui utilise la même fréquence que la vôtre. Souvent c'est le cas. C'est le cas par exemple de IVCAM. Ce qui nous a amené IVCAM. Qui nous a amené IVCAM? C'est le cas de IVCAM. Tu ne sais pas. Oh, nous on a partagé IVCAM dans tout l'idée technologie. Quand on a lancé IVCAM, la machine a déjà pris. Ou bien quand c'est gars qui lance la machine, je lance IVCAM, il a déjà trouvé, il a pris quoi. Tu cherches, tu ne le trouves pas. Ça t'est déjà arrivé. Plusieurs fois, parce que nous on a voulu faire des réparations avec ça, appliquer ici là.
Avant que moi je ne vienne. Non, non, tout récemment. La dernière fois, même avec Adi et les nouveaux, on a eu ce problème. Là, on est en train de faire la réparation. Là, il refuse. Je t'ai dit, Adi cherche, alors que mon machine qui était au bureau là, lui il recevait déjà le film ici. C'est après qu'on a su ça. Donc après, on était obligé de désactiver. Tous. Il faut. Donc, moi, j'utilise le partage de mon téléphone. Mais même ici aussi. Même c'est le cas. Après, je leur demande de désactiver, de mettre ça dans le même réseau. Mais quand vous êtes dans le même réseau, il prend toujours la machine. Il prend toujours une machine. À moins que vous partagez le réseau téléphone et ordinateur, donc tu désactives le Wi-Fi pour te rebrancher sur le Wi-Fi du téléphone. Puis ça va. Solution. Changez la pile de vos périphériques sans fil qui résout généralement le problème. Le changement de port USB permet aussi de solutionner le souci que ce soit pour du sans fil ou avec. Rappelons aussi que les ports USB de façade, c'est fixe, souvent sur le clair. C'est ça le clair. Voilà, tu es venu prendre ta télé. Non. J'ai travaillé ma voiture là. Et je vais reprendre là. Non, on prend ta télé. Mais la semaine. Ah ouais, je savais. Ça va vous faire. Non, c'est les vêtements. Wow. Et il faut de la. Non, c'est one. One. Bon, je suis au courant, sinon on allait parler. Quand tu reviendras pour le truc, là tu reviendras pour la télé. Merci, moi. Et la famille? Ah, oui. Et la famille? Ah, il y a la communauté. Quoi? On continue. Ça c'est pour avoir. C'est pour avoir. Oui, ça c'était pour avoir. On continue. Une dernière cause toute bête pour la souris. Cette solution-là, là, ça, ce qui est là, il faut bien le voir. Ça. Une dernière cause toute bête pour la souris, surtout sur la souris. Gay, ça. Si vous utilisez une souris sans fil, la surface sur laquelle vous avez posé votre souris peut être la cause du mouvement du curseur. Oui, si l'endroit où est posée la souris possède des motifs, des caractères ou des formes dessinées, le capteur situé en dessous de votre souris sera leurré. La preuve, regardez un peu la souris, même si, vous voyez, même je bouge ma main et il bouge. Si c'était un truc dessiné, un motif avec des dessins et tout, lui, il va le prendre en considération. Finalement, il faut chercher un truc blanc, neutre. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des tapis sont de couleur noire ou bleue. On ne dessine pas de motifs. Ce que les Chinois ont fait avec des motifs, on a dessiné le logo et tout ça dessus, là, tout ça là. Quand vous allez regarder, vous voyez la solution qui est en train de bouger. C'est ça. C'est le IR là qui est en train de bouger parce qu'il est en train de lire les informations. L'IR marche toujours avec la couleur noire. Si vous avez une couleur noire, vous déposez, il va le suivre. C'est ça qu'on utilise pour faire des robots qui suivent des lignes. Je voulais dire quelque chose, mais si je dis ça, vous allez me fatiguer. Je ne veux pas dire. Non. Utilisez une feuille de papier blanche pour retourner votre tapis de souris. En dernier ressort, peut-être votre souris est morte. Paix à son âme. Testez là sur une autre machine et puis vous allez voir. Bon, je pense que je me suis arrêté, je vais m'arrêter là-bas. Parce que là ça c'est quelque chose qui concerne l'Internet. Hein? Ça c'est un peu lié à la box, au routeur et tout ça. C'est juste ça.
Ici, c'est à partir de l'Internet, quand vous n'avez pas Internet sur votre machine et tout. Ça, il faut vérifier votre connexion Livebox, vérifier le port Wi-Fi, la carte modem et tout ça. C'est un peu ça. Donc je pense que c'est bon. Hein. Ça, c'est des trucs qui sont liés carrément au du soft quoi. C'est bon. Je peux passer maintenant à la pratique. Hein, monsieur Steve. Numéro 10. Oui, c'est bon? Il n'y a pas de questions? Non, monsieur. Tu n'as pas un activateur? L'activateur. Il faut lui donner les logiciels. Oui, bon. Mettez-lui les logiciels. Anaki, tu n'as pas de clé USB. Et tu l'as laissé où? Il faut mettre un technicien doit toujours rouler avec sa clé USB, avoir presque 5 clés USB, 7, 10, 1032, 1064, 8, 8.1. Vous devez avoir tous ces clés-là. Normalement, 5 clés USB. Même plus ça, et votre disque dur externe là, mettez maintenant emmagasiner ça de logiciel. Ça veut dire que vous ne le branchez pas sur n'importe quelle machine. Même le disque dur, vous pouvez le partitionner. Comme ça, ça sera le premier disque qui ira directement en lecture sur la machine. Comme ça, quand il y a les virus là, ça peut aller là-bas. Un technicien qui n'a pas de disque dur, qui n'a pas de barrette, qui n'a pas de clé USB, c'est un banana. Il faut le trouver un activateur. Donnez-moi. Débranche-moi ça et puis on va voir avec le reste. Chef, il faut voir ta machine. Mais même le clavier ne marche plus. Ne fonctionne plus. Même le clavier ne marche plus. Et tantôt ça marchait. Toi, tu as des problèmes. Hein? Tu as des problèmes. Tu as des problèmes.